Bonjour à toutes et à tous. Chaque année, le ministère de la Culture et de la Communication publie un ouvrage sur les célébrations nationales, événements plus ou moins heureux de notre histoire de France, des origines à l'époque contemporaine. Celui de cette année nous rappelle que l'année 1956 fut celle de la crise du Parti communiste français. Depuis la mort de Staline en 1953, Khrouchtchev tarde à devenir un leader incontesté. En 1956, c'est chose faite grâce à son fameux rapport sur les crimes de son prédécesseur. Un rapport qui, naturellement, et en dépit des contestations, ébranla le Parti communiste français. Mais ce fut surtout l'entrée des troupes soviétiques à Budapest le 4 novembre de la même année qui porta un coup au mouvement politique inféodé à Moscou. Quand Khrouchtchev, qui leur était suspect, redevient un brutal stalinien, eh bien, les staliniens français redeviennent khrouchtcheviens et approuvent donc l'entrée des chars russes dans la capitale hongroise. À Paris, le 7 novembre 1956, ont lieu de violentes manifestations contre le Parti communiste français. Le 9, Sartre annonce sa rupture avec le parti tout en restant ambigu sur l'idéologie. Quelques jours plus tard, plusieurs sont exclus du mouvement, tandis que d'autres partent d'eux-mêmes. Alors, quel rôle joua cette année 1956 dans les esprits? Peut-on toujours parler du totalitarisme communiste au lendemain de la mort de Staline? Existe-t-il une mutation des régimes soviétiques en régimes autoritaires? Autant de questions que je vous propose d'aborder aujourd'hui avec Stéphane Courtois. Stéphane Courtois, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, directeur de la revue Communisme, co-auteur du livre noir du communisme également. C'est la deuxième fois que je vous reçois au micro d'Un jour dans l'histoire et vous venez de publier un ouvrage consacré au totalitarisme, un ouvrage que vous avez dirigé. Il s'agit du 3e volet d'un quadriptyque, 4 colloques internationaux. Le premier colloque, Quand tombe la nuit, paru chez l'Âge d'Homme, sur l'émergence des totalitarismes. Le deuxième, Une si longue nuit, paru aux éditions du Rocher, sur l'épanouissement des totalitarismes. Et enfin, le 3e volet, Le jour se lève, objet donc de cette émission sur l'héritage du totalitarisme. Et vous venez de m'annoncer que le 4e volet sortira prochainement au mois d'octobre. Alors, venons-en à notre ouvrage, Le jour se lève, l'héritage du totalitarisme en Europe, 1953-2005. Est-ce à dire, Stéphane Courtois, que l'année 1953 constitue un tournant dans l'histoire des totalitarismes? Oui, ça, je crois qu'on peut affirmer que ça constitue un tournant parce que un certain personnage, Monsieur Joseph Staline, disparaît de la scène de l'histoire. Or, il était sur cette scène déjà depuis près de 35 ans, et donc, c'est-à-dire depuis 1917, il a été d'abord, dans la période 17-22, extrêmement proche de Lénine, contrairement à ce qui se dit souvent. C'était un des 2 ou 3 personnages les plus importants autour de Lénine. Et puis, dès avant la mort de Lénine, alors que Lénine était déjà malade en 1922-23, Staline commence à mettre la main sur l'organisation du parti, et en 28-29, il va devenir vraiment le dictateur que l'on a connu par la suite, et un dictateur de plus en plus puissant, qui accumule de plus en plus de pouvoir entre ses mains, et qui aussi est de plus en plus cruel, et qui va mettre en œuvre un système de terreur tout à fait stupéfiant, puisque maintenant que les archives commencent à s'ouvrir à Moscou, on y voit plus clair. Et par exemple, il y a cette fameuse affaire de la Grande Terreur de 1937-38, où quand même, en 14 mois, Staline va faire assassiner d'une balle dans la tête près de 700 000 personnes. Il y a la fameuse grande famine ukrainienne de 32-33, où en 9 ou 10 mois, il va organiser l'assassinat par la faim, c'est-à-dire par la saisie de la nourriture de près de 4 ou 5 millions de personnes, etc., etc. On pourrait évidemment accumuler les descriptions d'horreur et de terreur. Et sa disparition est évidemment un choc énorme, puisque cet homme est devenu, dans le monde entier, le symbole du communisme. N'oublions pas qu'à cette époque-là, la Chine communiste de Mao Tse-tung était encore très proche de l'Union soviétique, et donc Staline était véritablement ce qu'il se dénommait lui-même, le petit père des peuples, et l'homme qui était vraiment qui était adoré comme un dieu vivant par tous les communistes, y compris évidemment les communistes français, puisque vous y avez fait allusion. Donc sa mort est évidemment un moment de choc considérable, surtout qu'on ne sait pas du tout ce qui va se passer après. Alors effectivement,
va suivre une période intermédiaire, je dirais, 53-56, où les hiérarques du parti à Moscou sont en train de se disputer le pouvoir. Khrouchtchev, Malenkov, Beria, ça se terminera très mal pour Beria, évidemment, il va être liquidé. Et finalement, c'est Khrouchtchev qui va émerger de cet ensemble de... Il faut bien le dire, d'apparatchiks d'une assez grande médiocrité, mais qui ont parfaitement intégré les modes de fonctionnement du communisme, c'est-à-dire la terreur, le mensonge, la propagande, etc. Et ça va être un peu la fameuse affaire du rapport secret de Khrouchtchev en février 56, qui, il faut bien le dire, est une superbe opération politique. Il faut rappeler ce que ça a été cette affaire du rapport secret de Khrouchtchev. Le congrès, le 20e congrès du parti soviétique se déroule comme d'habitude, j'ai envie de dire, comme tous les congrès, c'est-à-dire c'est la grand-messe communiste, tous les leaders communistes du monde entier sont là, il y a les grands discours, il y a les grands applaudissements, il y a les grands chants de l'international, il y a les drapeaux, il y a tout ce qu'il faut. Et puis d'un seul coup, Khrouchtchev annonce que, on va faire une séance secrète réservée aux membres du parti soviétique, etc. Bon. Et lors de cette séance secrète, effectivement, il fait un discours extrêmement violent contre Staline, qu'il dénonce, j'allais dire, sous toutes les formes. Enfin bon, il le dénonce comme criminel, il le dénonce comme fou, il le dénonce comme mégalomane, etc. Mais il ne sort pas de certaines limites. C'est-à-dire que quand il dénonce les crimes de Staline, il dénonce les crimes de Staline contre les communistes. Il ne dénonce pas les crimes de Staline contre les paysans ukrainiens, contre les Tchétchènes. Il ne fait pas ça par bonté d'âme. Alors, c'est ce que vous dites dans votre introduction. Il ne fait pas ça par bonté d'âme, c'est le moins qu'on puisse dire, pour une raison d'ailleurs très simple, c'est que Khrouchtchev lui-même est couvert de sang des pieds à la tête. Il a été le chef du parti communiste à Moscou dans les années 37-38 de la Grande Terreur, donc il a cautionné l'envoi à la mort ou l'envoi au goulag de dizaines de milliers de personnes. Ensuite, il a été nommé à la tête de l'Ukraine, et l'Ukraine qui a absorbé en 1939, 40, 41 la partie orientale de la Pologne. Et là encore, Khrouchtchev s'est distingué. En particulier, une chose qu'on ignore, il a fait envoyer en déportation les familles des officiers, entre autres des officiers qui ont été massacrés à Katyn, c'est-à-dire plus de 60 000 personnes quand même. Ça n'est pas, comme on dit, ça n'est pas un détail de l'histoire. 60 000 personnes envoyées au goulag, essentiellement des femmes et des enfants. Donc c'est cet homme qui est lui-même totalement imbriqué dans le système terroriste de Staline, qui dénonce son patron. Alors il ne le fait pas par bonté d'âme, il le fait en fait pour sauver le parti, pour dédouaner le reste du parti en disant, le raisonnement est assez simple, en disant voilà, il y a un homme qui a mal fait, c'est Staline, nous le condamnons, et à partir du moment où nous l'avons condamné, eh bien nous sommes blanchis. Sans jeu de mots par rapport évidemment à un parti communiste qui en principe est rouge, nous sommes blanchis, c'est-à-dire que nous ne sommes pas responsables des crimes qui ont été commis sous Staline, c'est lui qui était le responsable. Et avec à la clé un codicille, si je puis dire, qui va avoir un succès formidable, parce que Khrouchtchev va ajouter, Staline a mal fait, mais il a mal fait par rapport à une idée et à un parti qui sont des choses formidables et qui ont été créées par Lénine. Donc revenons à la pureté de Lénine et tout sera pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et effectivement, à partir de ce moment-là, d'une certaine manière, les communistes français, surtout après Budapest, où le camarade Khrouchtchev a montré qu'il savait encore manier très sérieusement la trique, parce que quand même l'affaire hongroise est assez terrible, eh bien finalement il va autour de cette idée, c'est-à-dire on coupe la branche dangereuse, dérangeante Staline et on revient sur le tronc principal de l'arbre Lénine, il va réunifier tout le mouvement communiste, sauf que, effectivement, à un certain moment, les Chinois vont commencer à dire Khrouchtchev va trop loin dans la dénonciation, et donc on va avoir le schisme sino-soviétique autour de 60-61. Alors il y a un point important que l'on lit dans votre livre, c'est on croit qu'il dénonce tous les crimes de Staline, alors qu'il en dénonce qu'une petite partie. On peut même dire il en dénonce une infime partie, parce que Khrouchtchev va dénoncer les crimes commis par Staline contre des membres du Parti communiste. Bon, c'est vrai, Staline a fait assassiner des dizaines et des dizaines de milliers de membres du Parti communiste, mais par rapport à la masse
masse des crimes commis sous Staline, ne serait-ce qu'entre 28 et 53, ça doit représenter 3, 4, 5%, pas plus. Donc la très grande masse, ce sont des citoyens ordinaires qui soit sont assassinés, soit sont expédiés au goulag. Et ça, évidemment, Khrouchtchev n'en dit pas un mot. Ça, c'est la première chose qu'il faut souligner. La deuxième chose qu'il faut souligner, c'est que, comme on ne savait pas comment ça a été préparé, ce rapport secret de Khrouchtchev, on a dans un premier temps pensé que c'était une espèce d'initiative un peu personnelle, que Khrouchtchev, soudain, saisit sa conscience, se ressaisissant de lui. On va pas citer Victor Hugo, là, il était dans la tombe et regardez Khrouchtchev, etc. Mais on s'est dit, bon, cet homme a été saisi par le fait que, bon, il y avait eu des horreurs épouvantables et qu'on ne pouvait pas continuer comme ça. Ce qui n'est pas totalement faux, parce que c'est vrai que tous ces dirigeants ont été extraordinairement soulagés d'assister à la mort de Staline, parce que il était prêt à les liquider les uns après les autres et sans prévenir. Donc ils ont été fortement soulagés. Ils ont fait en sorte, c'est vrai, et ça, Khrouchtchev est un des responsables de cette évolution, que la terreur, l'assassinat ne soit plus un mode de régulation du pouvoir au sein de la direction communiste. Et quand, par exemple, en 1957, pour asseoir son pouvoir, Khrouchtchev a écarté quelques vieux staliniens très connus, Molotov, Kaganovitch, on les a traités d'anti-parti, on les a expulsés du parti, mais on les a pas assassinés. On ne les a même pas envoyés au goulag. On leur a donné des postes secondaires, mais bon, et Molotov est mort tranquillement dans son lit 30 ans après. Bon, donc il y a incontestablement une évolution à ce niveau-là. En même temps, on voit très bien que Khrouchtchev, quand il faut manier la manière forte, vous avez cité Budapest, voilà, on envoie les chars, tout simplement, et puis on tire dans le tas. On a l'impression qu'il ouvre une parenthèse, qu'il referme aussi rapidement avant Budapest. Oui, parce que le gros problème, c'est que donc ce rapport Khrouchtchev, j'évoquais cette idée que Khrouchtchev aurait pu, par une initiative personnelle, par un moment de conscience exceptionnel, prendre cette initiative. En fait, il n'en est rien. Nous savons maintenant par les archives que ce rapport Khrouchtchev a été très soigneusement préparé par une commission qui s'appelle la commission Pospelov, du nom du membre du bureau politique qui était chargé de l'organiser, et que donc toutes ces questions ont été discutés avant le Congrès, lors d'une réunion du bureau politique dont on a publié d'ailleurs dans la revue Communisme le sténogramme, et qui est tout à fait stupéfiant. C'est-à-dire que les vieux staliniens, les Molotov, les Voroshilov, etc. disent « Oui, d'accord, on peut aller dans ce sens-là, on peut critiquer le camarade Staline, mais attention !» Pas de vague. L'idée, c'est surtout, attention, n'ouvrons pas la boîte de Pandore, parce que si jamais on commence à critiquer le régime sur un point, jusqu'où va-t-on aller? Et ils avaient raison, parce que Khrouchtchev fait son rapport secret. Normalement, c'est un rapport secret. Il le transmet secrètement à différents dirigeants communistes d'Europe de l'Est, en particulier les Polonais. Et voilà-t-il pas que les Polonais vont diffuser ce rapport massivement, et donc c'est un véritable choc. Il est publié en France par Le Monde. Il va finir par être publié d'abord aux États-Unis, et puis finalement le journal Le Monde va le publier. Le Parti communiste parlera du rapport attribué à Khrouchtchev comme si c'était un faux. Bon, alors que le secrétaire général du Parti communiste français, Maurice Thorez, connaît parfaitement l'existence du rapport secret puisqu'il était à Moscou au moment du Congrès et qu'on lui a communiqué le rapport en temps voulu. Bien. Donc, mais pour les communistes, c'est un choc énorme. D'abord parce que finalement, ce rapport secret ne fait que confirmer ce que déclare la bourgeoisie, ou la presse bourgeoise, ou la presse impérialiste, comme disent les communistes. Et ça, c'est un choc énorme, parce que il faut rappeler que il y a eu des controverses énormes dans les années 40 et 50 par exemple, sur l'existence des camps de concentration en URSS, du goulag. Les communistes disant il n'y a pas de camp, c'est de la propagande impérialiste. Donc, toutes ces informations semblaient d'un seul coup confirmées par le chef du mouvement communiste international. Alors, y a-t-il une évolution du concept de totalitarisme vers l'autoritarisme? C'est ce que je vous propose de voir, Stéphane Courtois, après une première pause.
Je reçois Stéphane Courtois qui a dirigé en 2002 le colloque consacré au totalitarisme. Les actes de ce colloque viennent de paraître sous le nom Le jour se lève, l'héritage du totalitarisme en Europe 1953-2005, paru aux éditions du Rocher. Alors, après avoir évoqué le fameux rapport Khrouchtchev, venons-en au concept même de totalitarisme. Alors, je ne reviens pas dessus, je renvoie nos auditeurs à notre précédente émission. Cependant, on ne peut pas dire que vous cédiez un nouveau politiquement correct, car dans votre livre, Dominique Collas et Christophe Pomian ne sont pas d'accord sur l'évolution même du totalitarisme. Christophe Pomian pense que le totalitarisme se dirige peu à peu vers un certain autoritarisme. Alors que Dominique Collas, lui, au contraire, pense que le totalitarisme restera tel qu'il est. Ah ben c'est effectivement au cœur de ce livre et au cœur des débats que nous avons eus lors de ce colloque international. Bon, tout le monde est à peu près d'accord parmi les spécialistes pour dire effectivement, jusqu'à la mort de Staline, nous sommes confrontés à un régime totalitaire qui présente toutes les caractéristiques d'un régime totalitaire. Mais après la mort de Staline, et surtout après 56, c'est-à-dire après le fameux rapport Khrouchtchev, le régime, à commencer par en URSS, a commencé à se transformer, à évoluer en un régime qui n'est plus totalitaire, mais autoritaire. Alors, nous sommes là au cœur d'une controverse scientifique qui est loin d'être résolue, parce que les avis sont très partagés, beaucoup d'archives ne sont pas encore ouvertes, les chercheurs d'Europe de l'Est commencent leur travail, etc. Mais je crois que c'est un débat très important. Pourquoi ? Parce que souvent, on ne fait pas la distinction entre régime autoritaire et régime totalitaire. Or, il faut la faire. Il faut la faire y compris pour des raisons, j'allais dire, d'actualité. C'est-à-dire que quand ces pays ont rejoint l'Europe, je pense à des régimes autoritaires comme le régime portugais et le régime espagnol de Franco, ou d'autres comme les pays d'Europe de l'Est, eh bien, on voit très bien que quand ils rejoignent l'Europe, leur sortie de période autoritaire ou de période totalitaire n'est pas la même. On voit très bien que, par exemple, l'Espagne a fait une sortie de franquisme, si je puis dire, comme un boulet de canon. Et il faut reconnaître que Franco avait en fait préparé sa sortie d'une certaine manière. Bon, il était conscient qu'il avait maintenu l'Espagne dans un régime autoritaire, mais en même temps, c'est bien lui qui a mis en place le roi, qui précisément a transformé ce régime en démocratie, et très rapidement. Et a même eu cette attitude très courageuse quand il y a eu cette espèce de tentative de putsch, où en quelques heures, il a mis l'armée au pas, il a remis le processus sur les rails démocratiques. Donc, bon, or, ce à quoi nous assistons dans les pays d'Europe de l'Est, c'est très différent. Nous assistons à des pays, si nous prenons par exemple l'Albanie, la Roumanie, la Bulgarie, etc., où les réseaux communistes sont toujours en place, où les victimes du communisme n'arrivent pas à faire reconnaître qu'elles sont des victimes du communisme, etc., etc. Et donc, on voit bien que la différence de nature de ces régimes a des conséquences, y compris sur notre situation aujourd'hui, y compris dans le cadre de la réunification européenne. Et par exemple, vous avez vu ces derniers jours, le Conseil de l'Europe s'est réuni pour discuter d'une condamnation officielle des crimes des régimes totalitaires communistes, je cite textuellement la phrase. Or, une partie des représentants des pays européens, en particulier d'Europe de l'Est, ont par exemple refusé de voter cette résolution, ce qui démontre tout simplement que les réseaux communistes sont toujours en place. Alors, venons-en en deux mots. Alors, il y a cette fameuse minute de silence pour le massacre de Katyn qui a été refusée par le Parlement. Qui a été refusée de la même manière, etc. Bon, nous assistons à des processus, je dirais, de décommunisation dans les ex-démocraties populaires qui interviennent avec beaucoup de retard, c'est-à-dire pratiquement 15-16 ans après la chute officielle, je dirais, du communisme. Nous le voyons par exemple en Pologne, où l'élection du nouveau président et puis la nomination de son frère comme Premier ministre provoquent des changements assez sérieux. Ils ont d'emblée écarté un certain nombre d'ambassadeurs qui étaient d'anciens apparatchiks communistes, etc. Donc toute cette question reste entière. Alors c'est vrai que donc ce débat a parcouru tout notre colloque et donc tout ce livre. Avec des avis très partagés, je dirais même très tranchés, très opposés. Bon, le débat est ouvert, c'est au moins l'avantage de pouvoir dans le même livre avoir des opinions très opposées et argumentées. Alors on peut ensuite rentrer en 2 minutes dans
le cœur du sujet, c'est-à-dire quelle est la différence entre ces deux types de régimes. Bon, un régime autoritaire, il y a une différence fondamentale. Un régime autoritaire, c'est un régime, par exemple Franco, c'est un régime conservateur, voire ultra-conservateur, qui veut empêcher une société d'évoluer vers la démocratie et qui donc verrouille un dispositif, y compris parfois avec des méthodes de terreur très violentes, puisqu'on le sait, en Espagne, il y a une guerre civile féroce, bon, et que le vainqueur Franco n'a pas été tendre, c'est le moins qu'on puisse dire, avec ses vaincus, et qu'il a fait fusiller des dizaines de milliers de républicains après sa victoire. Néanmoins, c'est un conservatisme, un ultra-conservatisme, mais la société, finalement, continue de vivre une vie relativement normale. Les opposants du régime sont réprimés, mais globalement la société fonctionne. Il y a une économie de marché qui est en place. Il y a des institutions qui existent, même des institutions de la société civile. Par exemple, l'Église. On peut ne pas apprécier la place de l'Église. Néanmoins, elle a joué un certain rôle en Espagne par rapport à la mise en place de ce qu'on a appelé les commissions ouvrières. Il y a des évêques qui ont soutenu ces processus de défense des ouvriers, etc. Bon. Le régime totalitaire, c'est tout à fait autre chose. C'est un régime révolutionnaire dont l'objectif est bien de détruire la société en place, que ce soit une société traditionnelle ou que ce soit une société démocratique, et avec un projet très clair qui est le contrôle absolu de la société et de l'État. Et ça par des moyens de terreur, soit extrêmement violente, soit extrêmement sophistiquée. Parce que si vous prenez un pays comme l'ex-RDA, il n'y avait pas de terreur apparente en ex-RDA. C'est vrai qu'on a assassiné quelques centaines de personnes qui ont tenté de passer le mur de Berlin ou de traverser la frontière électrifiée, mais c'est tout. J'ai envie de dire, c'est tout, entre guillemets. Ça ne fait que quelques centaines de victimes sur un peuple de 16 millions d'habitants. Mais ce que nous découvrons maintenant avec les archives, c'est que ce peuple de 16 millions d'habitants non seulement était entièrement enfermé dans ses frontières, ce qui n'était pas du tout le cas des régimes autoritaires. Les Espagnols et les Portugais, vous le savez, on le sait très bien en France, puisque on a eu beaucoup d'immigrés qui venaient, qui repartaient, etc. Il y avait énormément de touristes, par exemple, qui dès les années 60 allaient en Espagne. Bon, alors que les régimes communistes ont enfermé leur peuple dans leurs frontières et ont mis en place un quadrillage absolument terrifiant, c'est-à-dire que chaque individu était sous surveillance permanente dans son immeuble, dans son travail, voire dans sa famille, puisqu'on a découvert dans le cas de la RDA que des maris dénonçaient leurs femmes, des femmes dénonçaient leurs maris, des enfants surveillaient leurs parents, etc. Et tout ça à travers des rapports remontés à la police politique, etc. Or, ce dispositif de terreur généralisée, que ce soit une terreur très spectaculaire ou une terreur très sophistiquée, modifie considérablement la psychologie de l'ensemble de la société. Ce concept de société civile est au cœur de la réflexion de Dominique Collas. Oui. Voilà. Donc il y a une notion qui est très importante que vous développez, c'est la notion de curseur, le curseur de basse intensité ou un niveau de forte intensité d'exercice des totalitarismes. C'est-à-dire qu'on ne sort pas du totalitarisme, mais il y a malgré tout une évolution de ce curseur. Par exemple, vous expliquez que le contrôle de la pensée, on n'est pas obligé d'exercer la terreur par les armes, mais notamment par le contrôle de la pensée à travers le KGB, qui lui aussi fait l'objet d'un chapitre spécial. Alors, cette idée de curseur, on renvoie en fait à l'idée qu'il y aurait eu, en particulier dans les régimes totalitaires communistes, mais on l'a vu aussi dans le nazisme et aussi dans le fascisme italien, il y a des périodes que j'appelle de haute intensité, c'est-à-dire où la terreur est violente, spectaculaire, c'est la grande terreur, c'est les assassinats de masse, c'est par exemple l'Allemagne nazie à partir de 1939-40, où effectivement on met en œuvre des méthodes de terreur physique terribles dans toute l'Europe, et puis des moments de basse intensité, c'est-à-dire où on ne pratique plus une terreur aussi violente et aussi spectaculaire, mais on met en œuvre des méthodes plus sophistiquées, qui apparaissent plus douces, entre guillemets, mais qui arrivent au même résultat, c'est-à-dire qui détruisent la société. Et là, effectivement, notre collègue Dominique Collas fait une distinction, je crois, très importante, parce que on a, jusqu'en 1989-91, on a souvent parlé du conflit entre les pouvoirs communistes, là où ils étaient au pouvoir, et la société civile. Or, Collas distingue très clairement la société et la société civile. La société civile, c'est quelque chose d'assez spécifique, c'est-à-dire ce sont des institutions civiles, des organisations. Alors par exemple les églises, par exemple les syndicats, par exemple n'importe quoi, les clubs de pêcheurs à la ligne, etc. Toutes, et en France nous sommes bien placés avec la loi de 1901, nous avons des centaines de milliers d'associations
façon indépendante, que les citoyens créent. C'est ça la société civile. Bon, or ça, c'était strictement interdit dans les pays communistes. Les pouvoirs communistes ne supportaient pas qu'il y ait d'autres éléments susceptibles de cristalliser une solidarité, etc. Donc ça, c'était tout à fait radicalement combattu. Mais alors, Colas distingue cette société civile de la société tout court. Or, la société tout court, même ça, le pouvoir communiste ne le supporte pas. La société tout court, c'est ce que j'appellerais les relations les plus naturelles entre les individus, par exemple les relations familiales. Dans des relations familiales, on ne peut pas parler de société civile, il n'y a pas d'institution à proprement parler, et pourtant ce sont des relations fondamentales de la société, par exemple entre les parents et les enfants. Et même ça, le pouvoir communiste ne le supportait pas. Il avait d'ailleurs fait, les soviétiques avaient fait du petit Pavel Morozov le héros de la jeunesse soviétique. Or, Pavel Morozov était un jeune soviétique de 13-14 ans qui, en fait, avait dénoncé ses parents, et avait ensuite été assassiné par la famille parce qu'il avait dénoncé ses parents. Et c'est ce petit garçon que le pouvoir soviétique avait érigé en modèle de toute la jeunesse soviétique. Il avait des centaines de statues dans toute l'URSS. Donc, on voit bien là que le totalitarisme va très loin. Par exemple, les régimes autoritaires ne détruisent pas toute la société civile, ils conservent des éléments de société civile, que ce soit l'Église, des éléments de syndicats, certains partis, etc. Mais en plus, alors ils ne combattent pas du tout la société tout court. Par exemple, on ne touche pas à la famille, au contraire, même parfois on l'encourage. Donc, il y a des réflexions fondamentales qui nous éclairent sur toute cette histoire du totalitarisme, qu'il soit communiste, nazi ou fasciste, et qui nous éclairent aussi sur les difficultés de sortie et des régimes totalitaires et des régimes autoritaires. Dans les régimes autoritaires, la société civile et la société tout court ayant été nettement moins détruites, leur sortie de phase autoritaire a été beaucoup plus facile. Et donc, je faisais allusion, par exemple, à l'Espagne, au Portugal ou à la Grèce. Bon, par contre, dans les régimes totalitaires, société civile et société tout court ont été vraiment très violemment combattues, voire avec de véritables tentatives d'éradication. Et du coup, la sortie de totalitarisme est beaucoup plus difficile. C'est le cas de la Roumanie. C'est par exemple le cas de la Roumanie. On a dans ce livre un chapitre très précis de notre collègue roumain Marius Oprea sur la Securitate, c'est-à-dire sur la police politique roumaine, où il montre comment cette police politique, jusqu'en 1989, a véritablement terrorisé la société, détruit la société, assassiné les opposants vraiment les plus tenaces, poussé à l'exil ceux qu'on pouvait pousser à l'exil. Il faut savoir, vous savez, c'est des choses qu'on sait pas, mais qu'il faut quand même rappeler. Monsieur Ceausescu, ce grand démocrate entre guillemets, il faut quand même rappeler que pendant des années et des années, le régime communiste roumain a vendu, je dis bien, a vendu ses propres citoyens qui étaient rachetés par des Roumains de l'extérieur. C'est-à-dire que les gens qui voulaient s'exiler, on acceptait qu'ils s'exilent, mais à condition qu'ils payent 10, 15 000 ou 20 000 $. Il faut rappeler que le régime de la RDA, là encore, cette vitrine du socialisme réalisé, a passé son temps à vendre ses citoyens à la République fédérale d'Allemagne pour des sommes gigantesques. Ça se comptait par millions de dollars. Donc, qu'est-ce que c'est que ces pays qui traitent leurs citoyens carrément comme des esclaves, quoi. C'est de la marchandise humaine qu'on vend et on fait son business sur le dos de ses propres citoyens. Ça donne quand même à réfléchir. Parallèlement, si vous comparez avec des régimes autoritaires, le régime de Franco, par exemple, a laissé aller et venir des dizaines de milliers d'émigrés économiques qui travaillaient en France, qui repartaient en Espagne, etc. Le Portugal de Salazar, même chose. Alors bien sûr, si ces gens-là se manifestaient comme opposants politiques, ils étaient réprimés. Mais s'ils ne manifestaient pas d'opinion politique contraire, ils pouvaient circuler, ce qui est très important, parce que pouvoir circuler, c'est pouvoir diffuser de l'information à l'extérieur, c'est pouvoir ramener au sein du pays des informations sur ce qu'il se passe à l'extérieur et comment le monde évolue. C'est une des tragédies de ces pays communistes, c'est que les populations étaient enfermées pendant des dizaines d'années.
Les soviétiques, à l'arrivée, on leur avait expliqué que le monde capitaliste, c'était l'horreur, la crise économique permanente, le chômage généralisé, la famine, etc. Et quand leur système s'est effondré, alors qu'ils se pensaient la deuxième superpuissance mondiale, ils se sont aperçus qu'ils étaient une espèce de pays du tiers-monde. Ce qui explique d'ailleurs les grandes frustrations sur lesquelles M. Poutine joue en ce moment. Alors justement, comment s'est effondré le système? C'est ce que je vous propose de voir, Stéphane Courtois, après une deuxième pause. Je reçois Stéphane Courtois, co-auteur du livre noir du communisme, spécialiste du communisme donc, et des totalitarismes de manière générale, et Stéphane Courtois, vous avez dirigé la publication du 3e volet des colloques consacrés au totalitarisme sous le nom Le jour se lève, l'héritage du totalitarisme en Europe 1953-2005, paru aux éditions du Rocher. Et j'ai bien dit 1953-2005 car vous abordez la question contemporaine. Donc avant de venir à Monsieur Poutine que vous évoquiez avant la pause, venons-en à la chute des régimes. Comment et vous expliquez, et tous les auteurs expliquent le processus de destruction du communisme. Quelles ont été les erreurs, par exemple, d'un Gorbatchev qui a amené la chute du communisme? Aujourd'hui, toute cette histoire semble très très ancienne. Quand j'ai en face de moi mes étudiants qui ont 20 ans, ils ont l'impression que je leur parle d'histoire qui remonte quasiment à Mathusalem. Ça n'était qu'il y a 15, 16 ou 17 ans. Bon, c'est pour dire à quel point c'était une autre époque, un autre monde. Et effectivement, mes chers étudiants, ils ont beaucoup de mal à comprendre comment ce régime qui paraissait extrêmement puissant, intouchable, l'Union soviétique était la deuxième superpuissance mondiale, etc. Bon, et comment tout ça s'est effondré, parfois en quelques semaines, en quelques jours, comme un château de cartes, ça paraît quelque chose de complètement ahurissant. Alors effectivement, dans ce volume, on revient sur les causes de cet effondrement. L'une des causes fondamentales, je crois, c'est elle est constante, elle est générale, c'est que c'est un système qui était tout à fait absurde. Donc on pourrait dire que depuis le 7 novembre 1917, ce régime était condamné à s'effondrer. Et d'ailleurs, des quantités d'experts avaient annoncé depuis 70 ans l'effondrement du régime, mais il était toujours là et il semblait toujours très puissant. Et puis d'un seul coup, il s'effondre. Il s'effondre parce que d'une part, il est sous une contrainte énorme de ses propres contradictions, c'est-à-dire quand on voit l'évolution extraordinairement rapide du monde libre, du monde de l'économie de marché démocratique, avec une croissance, avec une prospérité, avec une paix civile, etc. Évidemment, le contraste est gigantesque avec ces pays, des pays comme l'URSS, comme la Roumanie, qui vivent dans des conditions terrifiantes, où les populations sont dans une pauvreté, sont littéralement misérables. Bien, donc il y a cette contrainte qui apparaît de plus en plus évidente, des contradictions insurmontables, et là-dessus, la direction soviétique elle-même est consciente que ça ne va pas, il va falloir faire une opération, peut-être une opération à la Khrouchtchev, c'est-à-dire refaire l'opération de Khrouchtchev qui avait donné une espèce de nouvelle image du communisme après 1956 et qui avait relancé, je dirais, le mouvement communiste dans le monde après 56. Donc c'était certainement l'idée du bureau politique du prédécesseur de Gorbatchev, monsieur Andropov, grand patron du KGB avant d'être patron du parti. Donc on a choisi ce Gorbatchev qui semblait assez intelligent, jeune et dynamique pour faire l'opération, un peu comme Khrouchtchev à l'époque d'ailleurs. Et le problème, c'est que là, ça n'a absolument pas marché. Gorbatchev, je crois que Gorbatchev n'a pas pris, et son entourage, n'ont pas pris conscience des véritables contraintes de fonctionnement de leur système. Ça peut paraître surprenant, mais ça me paraît assez clair. Quand Gorbatchev se rend en 89 à Berlin-Est, rencontre Honecker, le chef du parti communiste de RDA, et lui fait ce baiser que tout le monde a appelé le baiser de la mort, parce que véritablement, en même temps qu'il l'embrassait, il lui disait maintenant il faut quitter la place, mon cher, vous êtes dépassé. Bon. Quand en 1989, il organise en URSS même les premières élections, je ne dirais pas les premières élections libres, mais les premières élections un tiers libres depuis 1917. Quand je dis un tiers libre, c'est que sur la masse des députés qui allaient être élus, il y avait déjà 2/3 des députés qui étaient désignés à l'avance. Par le parti, par les syndicats, par les entreprises, etc. Donc il y avait seulement 1/3 de candidatures en 89 aux élections législatives de 89 en URSS qui étaient à la libre disposition des électeurs, si je puis m'exprimer comme ça. C'était la reconnaissance d'une opposition. Et voilà.
ce simple tiers d'électeurs libres a suffi à faire sauter le système. Parce que c'était effectivement, vous venez de le dire, la reconnaissance officielle de la possibilité d'une opposition. Donc à partir de ce moment-là, c'était la contestation inévitable du pouvoir en place. Et pour prendre une image, je dirais que cette goutte, parce que c'était véritablement une goutte, cette goutte de démocratie plongé dans le système a suffi à le détruire, un peu comme un enzyme glouton qui d'un seul coup a tout bouffé. Les gens se sont mis à parler, les gens se sont mis à débattre, à différents niveaux de la société, les gens ont pris leurs responsabilités, ont pris des initiatives, à commencer par l'illustre monsieur Eltsine, qui était jusque-là un membre du bureau politique et qui d'un seul coup s'est totalement affranchi de la tutelle du parti, du bureau politique, etc. Donc voilà, cette simple goutte de démocratie comme un acide, a totalement détruit le système en un temps absolument inimaginable. Et donc ça, c'est quelque chose d'assez stupéfiant. Alors, il y a un point très important. Vous, Stéphane Courtois, vous étudiez le système communiste mondial, critères d'évaluation du totalitarisme. Laurent Rucker, qui est maître de conférence à Sciences Po, lui étudie la politique étrangère de l'URSS. La question de l'Afghanistan est une question capitale également dans la chute du communisme. Alors, ça c'est c'est effectivement, je dirais d'une certaine ère, c'est la goutte d'eau d'incompétence qui a fait déborder le vase. Les soviétiques, j'ai envie de dire par incompétence, par orgueil, par vanité, ont voulu s'emparer de l'Afghanistan. Ils ont donc monté des opérations, d'abord avec un parti communiste en sein de l'Afghanistan, puis comme ça allait mal, on y a fait rentrer l'armée rouge, et on a pensé que tout irait bien. Mais voilà que on est tombé sur un pays qui a résisté très fortement, et puis qui d'un seul coup est devenu un point de fixation, un abcès de fixation mondial contre le communisme, puisque chacun sait que les Américains, etc., tous les anticommunistes ont soutenu les Afghans dans leur lutte contre l'armée rouge. Et en plus, ce qu'on a constaté, c'est que cette armée rouge avait atteint un degré de déliquescence tout à fait stupéfiant. C'est ça qui est d'ailleurs très surprenant dans ce système. C'est un système qui ne permet pas de dégager les compétences. Au contraire, on fonctionne sur des incompétences, on fonctionne sur des complicités d'incompétences, si je puis dire, et on se coopte entre soi, etc. Et à l'arrivée, on découvre qu'on a une armée rouge qui est en déliquescence, alors qu'elle était une armée extraordinairement puissante en 1945, elle apparaît déliquescente. Et alors, évidemment, quand le système s'est effondré, on a vu cette déliquescence. On a vu ces dizaines de sous-marins nucléaires en train de pourrir dans l'océan glacial, etc. Et chacun s'inquiète en disant qu'est-ce qui va se passer. On a vu la fameuse affaire du Koursk, qui était quand même quelque chose d'incroyable et dont la gestion médiatique a été assez terrifiante aussi. Bon, donc voilà, on a je crois que l'Afghanistan a démontré que le système avait atteint vraiment ses limites de compétences et que donc là il y avait un blocage complet. Alors Gorbatchev l'a compris. Bon, il a fait le recul, il a fait sortir l'armée rouge d'Afghanistan et c'était pratiquement la première fois que l'armée rouge quittait un territoire qu'elle avait conquis. Donc ça aussi c'était un signal très très fort que bon, l'armée rouge c'était quoi? Il faut le dire, il faut le rappeler. L'armée rouge dès le départ a été d'abord et avant tout une armée de guerre civile. Ce n'est pas une armée nationale, c'est une armée de guerre civile. C'est l'armée des rouges contre les blancs, c'est l'armée des rouges contre les verts étant les paysans en révolte massive des années 1918, 1922, 23. Bon. Donc, cette armée de guerre civile, elle a servi à partir de 44-45 à faire ce que M. Poutine appelle libérer l'Europe de l'Est. Chacun en Europe de l'Est sait comment il a été libéré. Bon. Et quand Gorbatchev a fait sortir l'armée rouge d'Afghanistan, quand ensuite il a transmis un message très clair à Honecker, qui était en gros « démerdez-vous », je dis les choses un peu vulgairement, mais c'était ça, c'était maintenant « démerdez-vous, de toute manière, les chars russes n'interviendront plus pour défendre votre régime, à vous de vous débrouiller », le message a été saisi instantanément par tous les peuples d'Europe de l'Est. Et donc, on a vu le mur de Berlin s'écrouler en quelques heures, tout simplement parce qu'à partir du moment où l'instrument principal de la terreur avait été désactivé, le système ne tenait plus debout. Et ça a été la même chose en URSS à partir du moment... Alors, en URSS, ça a été carrément caricatural, puisque en août 1991, il y a une tentative de putsch contre Gorbatchev. Or, comme vous le savez,
les leaders du putsch, c'était le chef du Parti communiste, le chef du KGB, le chef de... Enfin, il y avait tous les chefs. Ils ont été absolument incapables de faire un putsch qui aurait été à la portée de n'importe quel lieutenant-colonel. Bon, donc, ça démontrait là encore que le système avait atteint les limites de son incompétence, même plus capable de faire un putsch. Or, rappelons que c'était quand même comme ça que ça avait commencé. Le camarade Lénine, lui, il avait parfaitement réussi son putsch le 7 novembre 1917. Donc vous le voyez, on est là dans des phénomènes assez passionnants finalement, parce qu'on vit l'histoire en direct, c'est assez étonnant. Il y a une question très importante qui, là encore, est abordée tout au long de l'ouvrage. Est-ce que, là, vous nous expliquez que le système chute du fait de ses propres imperfections. Est-ce que, malgré tout, il n'y a pas eu dans la société une possibilité de faire chuter ce système? Vous êtes le seul à citer Jean-Paul II dans l'ouvrage. Jean-Paul II avait compris que ce système était pourri de l'intérieur. Mais est-ce que des mouvements comme Solidarnosc ont eu un rôle, ou est-ce que Solidarnosc, finalement, ce n'est pas un des seuls mouvements qui ait eu un rôle déterminant face au communisme, alors que les autres systèmes, que ce soit en Bulgarie, en Roumanie, etc., ne sont pas morts de la mort de leurs voisins? Alors, effectivement, là, j'ai cité ce qui m'a paru le facteur essentiel, c'est-à-dire le fait que le système était absurde et avait très rapidement atteint ses limites de compétence et donc était pris dans des contradictions insolubles. Mais il est incontestable qu'il y a des éléments extérieurs qui sont venus peser. Alors, bien entendu, il y a eu l'élément américain, puisque quand même, depuis 1946-47, les Américains avaient finalement compris que l'URSS n'était peut-être pas leur grand allié, mais leur grand ennemi. Et bon, évidemment, les Américains ont mis tout leur poids dans la balance. Il y a eu l'histoire de la guerre des étoiles, etc., qui a beaucoup pesé, parce que c'était des pressions économiques énormes sur l'URSS qui était incapable de les assumer et d'investir dans ce type d'armement militaire extrêmement coûteux. Il y a eu d'autres forces de pression extérieures qui, elles, étaient plutôt des forces de pression morale. Vous avez cité Jean-Paul II. L'Église catholique entre autres, a fortement combattu le communisme. Jean-Paul II, qui était... moi, je me souviens très bien de l'élection de Jean-Paul II. Je rentre chez moi du travail, j'ouvre ma télé et j'entends un journaliste d'Antenne 2, je crois, qui disait « Alors, le nouveau pape s'appelle Jong 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 ». Il n'était pas capable de prononcer le nom de Wojtyla, que personne ne connaissait à l'époque. Mais simplement, il dit « Ce pape est polonais ». Moi, je suis tombé de ma chaise. J'ai dit « C'est incroyable ». Acte politique par excellence. Un acte plus que politique, c'est un acte visionnaire, disons. C'est un acte d'une institution qui a 2000 ans d'âge et qui connaît les enjeux et qui a frappé là où ça fait mal, si je puis dire, c'est-à-dire on nomme un Polonais qui, lui, sait parfaitement de quoi il retourne et dont chacun sait le rôle très important qu'il a joué dans l'effondrement du communisme. Alors, quand on parle de Jean-Paul II, on parle forcément de Solidarnosc, puisqu'effectivement, c'est en Pologne qu'a commencé. Alors, une chose qu'il faut rappeler, c'est que on a toujours l'impression que ces pouvoirs communistes, ils n'ont jamais rencontré aucune opposition. C'est pas vrai. Maintenant que nous commençons à voir les archives, nous constatons qu'il y a eu des oppositions énormes. La société s'est défendue par tous les moyens, mais elle a en général été massacrée, réprimée, exilée, etc. Faut rappeler par exemple, ne serait-ce que l'affaire hongroise. En novembre 56, les chars soviétiques et du pacte de Varsovie écrasent la Hongrie et l'insurrection hongroise. Ça fait 3 ou 4 000 morts, mais dans les 5 ou 6 semaines qui suivent, il y a 200 000 Hongrois qui quittent la Hongrie. Vous imaginez le déplacement de population. Non, mais pas seulement le déplacement, le traumatisme. Parce qu'évidemment, les 200 000 qui partent, c'est les plus actifs, c'est les plus décidés, c'est les plus c'est les jeunes, etc. C'est un désastre pour la société hongroise et c'est le bonheur du pouvoir communiste parce qu'il sait très bien que les gens les plus décidés sont partis. Et d'ailleurs, on va avoir ce qu'on appelle une normalisation sous Monsieur Kadar qui va être tout à fait terrible. Donc, on a toujours l'impression que ces pouvoirs communistes n'ont jamais rencontré de résistance de la société. C'est complètement faux. On découvre maintenant qu'il y a eu des insurrections en Bulgarie jusqu'en 1957-58, etc. Il y a eu des grandes révoltes en URSS qui ont été violemment réprimées avec les chars, etc. Mais tout ça était caché, évidemment. Maintenant, ça commence à sortir. Et donc, là, le moment le plus spectaculaire, après l'affaire hongroise, ça a été Solidarnosc. Solidarnosc qui a attaqué le pouvoir communiste sous un angle extraordinairement
paradoxal, puisque ce pouvoir, se qualifiant lui-même de pouvoir du prolétariat et de la classe ouvrière, a été attaqué par ses ouvriers. Alors là, évidemment, il y avait un paradoxe extraordinaire, mais ceci dit, et c'est là qu'on voyait que les choses évoluaient, il aurait très bien pu se passer contre Solidarność ce qui s'est passé place Tiananmen à Pékin, c'est-à-dire les chars arrivent et écrasent tout. Hein. Mais à Pékin, ça s'est fait. En Pologne, les soviétiques déjà ont dit à Jaruzelski, à l'époque, c'était déjà Andropov, c'était on n'intervient pas, débrouillez-vous vous-même, établissez l'état de siège, faites le ménage vous-même. Mais il y avait toujours à ce moment-là la menace soviétique. Hein. Mais c'est vrai et d'ailleurs, donc Solidarność qui a été réprimé, Walesa a été emprisonné, etc. Mais c'est vrai que les ferments étaient là. Et en 89, quand des messages très clairs ont été passés par Gorbatchev, conscient ou inconscient, on ne le saura pas. Est-ce qu'il s'est rendu compte de ce qu'il faisait ? Je crois pas. Bon, mais peu importe. Le fait est là, il a envoyé des messages en sortant l'armée rouge d'Afghanistan, en faisant ce baiser de la mort à Honecker, il a envoyé des messages où les peuples de l'Europe de l'Est ont compris que ça y est, les Russes n'interviendront plus. Donc à partir de ce moment-là, on peut y aller. Alors l'autre limite de votre livre, l'autre limite chronologique est l'année 2005. Pourquoi, Stéphane Courtois? C'est ce que je vous propose de voir dans un instant. Nous entamons la dernière partie de notre émission. Je reçois Stéphane Courtois, co-auteur et directeur du livre « Le jour se lève, l'héritage du totalitarisme en Europe 1953-2005 » paru aux éditions du Rocher. Alors nous avons évoqué 53, 56, la chute du communisme en 1989, mais vous allez au-delà, en tous les cas, vous et vos collègues qui ont participé à ce colloque, vous allez au-delà puisque vous allez en 2005. Pourquoi l'année 2005 ? Pourquoi l'année 2005 ? Parce que finalement, le livre a été préparé jusqu'en 2005, hein, et que finalement, cette histoire, elle ne s'est pas arrêtée en 89, elle ne s'est pas arrêtée en 91, elle continue. Elle continue tout simplement parce que on ne tourne pas des pages comme ça sur le thème « Ah bah ça y est, la page du communisme est tournée, donc on est passé à autre chose, donc n'en parlons plus ». Non, les sociétés ne fonctionnent pas comme ça, l'histoire ne fonctionne pas comme ça. Il y a des générations, il y a des sociétés qui sont imprégnées par des phases historiques, et c'est le cas avec le communisme. Donc nous avons jusqu'à aujourd'hui, dans toute l'Europe de l'Est, dans toute l'ex-URSS, mais aussi en France, toute une histoire du communisme qui continue, toute une mémoire du communisme. Il y a des quantités de gens qui ont été communistes, qui sont toujours là, ils sont toujours vivants, ils sont toujours dans la société, ils sont toujours actifs. Donc cette histoire continue. Alors, elle évolue puisque, bien sûr, le communisme n'est plus au pouvoir, officiellement en tout cas. Il y a bien sûr des réseaux communistes qui continuent, évidemment, de se maintenir, mais globalement, le communisme n'est plus au pouvoir. Il s'est effondré. Et donc, nous sommes plutôt dans une phase, je dirais, d'histoire et de mémoire. Mais une phase d'histoire et de mémoire qui pèse très fortement. Quand vous voyez à quel point une histoire comme cette histoire de l'esclavage continue à peser, même si c'est à mon avis un peu exagéré, sur la vie politique française, vous imaginez à quel point une histoire aussi violente et aussi récente que celle du communisme dans toute l'Europe de l'Est, et même en Europe de l'Ouest, continue de peser sur notre vie politique, sur notre société, sur nos modes de pensée même. Hein. Donc là, nous abordons toute cette question de l'histoire et de la mémoire avec en fait la grande question qui est la question des sorties du communisme. Hein, je dirais qu'il y a eu 4 modalités de sortie du communisme qui provoquent des histoires et des mémoires différentes. Vous avez eu les pays où il y a eu une sortie de communisme par une véritable révolution anticommuniste, par exemple des États baltes, hein, comme par exemple l'Estonie, ou bien la RDA, puisque la RDA a été intégrée presque de force dans l'Allemagne réunifiée. Donc là, il y a eu vraiment une révolution anticommuniste. Bon, vous avez des pays de ce que j'appelle conversion, c'est-à-dire où des communistes, des apparatchiks communistes, ayant compris que leur système était vraiment au bout du rouleau et absurde et terminé historiquement, se sont convertis à la démocratie, en bonne et due forme. Bon, et donc vous avez par exemple la Pologne, où on a eu un président élu démocratiquement, M. Kwasniewski, qui était un ancien apparatchik communiste, mais qui, je crois, était devenu un démocrate tout à fait honorable. Vous avez des pays de ce que j'appelle reconversion, c'est-à-dire reconversion au sens de reconversion professionnelle. La Roumanie est l'exemple même, c'est-à-dire un clan communiste, le clan de M. Iliescu, sur les instances de Moscou, et ayant compris qu'il fallait se débrouiller pour garder le pouvoir, organise ce que j'appelle une vraie fausse révolution,
En 1989, on attrape le couple Ceausescu qu'on attire dans un piège, on leur fait un procès bâclé en 2 heures, on les liquide, et on dit voilà, c'est eux qui étaient responsables de tout. On organise une espèce de vraie fausse guerre civile avec des tirs dans toute la ville de Bucarest, on assassine différentes sortes de gens. Et puis finalement, ce sont les réseaux communistes qui, au bout de quelques jours, réapparaissent avec une nouvelle étiquette social-démocrate, reconnue y compris par l'international socialiste. Donc, j'allais dire avec un label de qualité incontestable, mais qui sont de fait des réseaux communistes et qui, au bout de 15 ans, sont seulement en train de changer maintenant. C'est seulement maintenant qu'on voit d'autres personnalités émerger. Et enfin, vous avez le cas malheureusement, de ce que j'appellerais non pas de révolution, ni de conversion, ni même de reconversion, les pays d'involution, parce que ce à quoi on assiste en Russie, en Biélorussie, c'est une véritable involution. Après 91, on a pensé que ces pays allaient vers la démocratie, et en fait, nous constatons que certes, ils ne sont plus totalitaires, mais par contre, ils vont plutôt vers un type de régime autoritaire, c'est-à-dire conservateur de fait, conservateur du régime communiste. Donc voilà où nous en sommes. Or, selon ces 4 modalités différentes, les modalités de l'histoire et les modalités de la mémoire ne sont pas du tout les mêmes. Si vous allez en Estonie, les archives sont complètement ouvertes. En Estonie, par exemple, le livre noir du communisme a été préfacé par le président de la République et il contient un chapitre supplémentaire sur les crimes du communisme en Estonie signé du Premier ministre de l'époque. Donc là, c'est clair. Je veux dire, il y a des positions officielles très claires. Bon, maintenant, si vous allez en Bulgarie ou en Roumanie, les archives sont très largement fermées. On fait tout pour empêcher les chercheurs de travailler, etc., etc. Donc vous le voyez, on est dans des cas très différents et qui vont évoluer chacun à leur rythme, je dirais. Il y a vraiment une différence, et vous le soulignez, une différence de traitement entre le nazisme qui, lui, est condamné à un tenté, on ne revient plus là-dessus, et finalement, aujourd'hui, il y a quelques groupuscules d'extrême droite qui reprennent cette idéologie, point, et à côté de cela, l'idéologie communiste qui, elle, dure dans le temps. Il y a cette notion de temps court et de temps long. Alors, là, pour des raisons très, très, très claires, le nazisme a été clairement vaincu dans une défaite militaire. Il a été écrasé et il a même été condamné officiellement, publiquement, lors du tribunal de Nuremberg. Donc là, la défaite du nazisme est une chose que personne ne conteste. Or, le communisme, lui, n'a pas été vaincu dans une bataille militaire. Il s'est effondré sur lui-même. Et en fait, c'est un peu le grand tabou, c'est qu'il est, je dirais, historiquement et politiquement incorrect de dire que le communisme a été vaincu d'une certaine manière. Or, il a bien été vaincu par l'économie de marché, il a bien été vaincu par la démocratie, mais il ne faut pas le dire, ça ferait de la peine à trop de gens. Alors, c'est le problème, c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles, effectivement, le communisme continue à être une idée qui est finalement acceptée par beaucoup de gens. On évacue la dimension criminelle de ces régimes, comme s'il n'y avait aucune relation entre cette idéologie et sa pratique politique, ce qui est évidemment un peu curieux. C'est comme si on disait qu'il n'y a aucune relation entre l'antisémitisme affirmé par Hitler et puis le fait d'exterminer les Juifs. C'est un peu bizarre quand même. Et donc on est actuellement, donc tous les anciens pays communistes sont confrontés à ce type de comportement, et nous en avons eu la démonstration il y a quelques jours, puisqu'il y avait un projet de la commission parlementaire du Conseil de l'Europe pour qu'il y ait une condamnation officielle des crimes des régimes totalitaires communistes, et que nous constatons que cette résolution n'a pas été votée à la majorité des 2/3 qui aurait permis d'en faire une résolution officielle, etc. Dans les discussions, il y a des gens qui ont continué à dire que l'idéologie communiste était une idéologie tout à fait valable, qui avait démontré qu'elle était une idéologie de progrès, quand même un peu stupéfiant quand on connaît l'état dans lequel les régimes communistes ont laissé les pays où ils sont passés 40, 50 ans, ou ne serait-ce que 3 ans et demi, comme si nous sortons de l'Europe, comme le Cambodge de Pol Pot quand même, où en 3 ans et demi, ce régime des Khmers rouges a réussi à assassiner 20% de la population. Donc voilà, nous en sommes là. Il y a toujours 2 mémoires du communisme en Europe, une mémoire tragique, celle des victimes, de ceux qui ont connu ce régime, et puis une mémoire glorieuse, que nous rencontrons souvent en France, par exemple, où les gens vous disent, mais non, le communisme, ça a été formidable, ça a été très bien, c'était notre honneur d'être communiste, sans penser qu'en fait, même si c'était souvent ou parfois des gens très bien, ils étaient
politiquement et moralement complice de crimes abominables qui étaient commis au nom du même mouvement qui était un mouvement communiste international, parfaitement organique, parfaitement organisé, et donc voilà, la question reste posée, et c'est une véritable bataille civique qui va se dérouler pendant encore des années. Eh bien, en tous les cas, Stéphane Courtois, nous levons ce tabou par cette émission. Je renvoie nos auditeurs aux publications des actes des colloques consacrés au totalitarisme et dirigés par Stéphane Courtois. Quand la nuit tombe, paru chez l'Âge d'Homme, Une si longue nuit et Le jour se lève, paru aux éditions du Rocher. Stéphane Courtois, j'ai envie de vous dire à très bientôt, en attendant donc la parution des actes du colloque consacrés aux logiques du totalitarisme. Donc à très bientôt Stéphane Courtois. Je vous remercie de me réinviter déjà. Au revoir et à la semaine prochaine. Merci.